Bonsoir, bonsoir, bonjour. Alors pour terminer, Boris Terral va vous faire lecture de 3 extraits. Premier extrait d'un livre que j'ai écrit en 2010 qui s'appelle Éloge du mauvais geste. Ce sera l'extrait consacré au fameux coup de boule de Zidane. Donc c'est juste un extrait, c'est juste le début du texte. Et ensuite, il va lire 2 extraits d'un livre qui sort dans 3 semaines, qui s'appelle Généalogie de l'insulte, qui est la suite de Éloge du mauvais geste. Dans Éloge du mauvais geste, je partais du principe qu'un très grand champion, bien bizarrement, on lui accordait des privilèges. Quand c'est Zidane qui met un coup de boule, c'est pardonné dès le lendemain. Quand c'est Maradona qui met une main, il se le pardonne lui-même tout de suite. Mais quand ce sont des joueurs de moindre calibre, peut-être que ces gestes, ces mauvais gestes de grands champions, les autorisent à multiplier des répliques d'aussi basse qualité qu'on voudra, qui font qu'on passe du geste exceptionnel à quelque chose de l'ordre de la prolifération mimétique de mauvais gestes, éventuellement d'insultes. Là, je laisse la parole à Boris Terral. Zinedine Zidane. La seule beauté qui reste dans la défaite, écrivait Henri Michaud, jouer une défaite plus grande. Zidane, par son geste inouï en finale de la Coupe du Monde 2006, ne joue même plus une défaite plus grande, mais se défait de la question de la défaite ou de la victoire. Son geste ouvre un abîme, crée une sidération, invente un espace de liberté par son opacité même, au point de visibilité ultime sous les yeux de centaines de millions de téléspectateurs, mais dans le dos des arbitres, Zinedine Zidane met, comme on le dit improprement, un coup de boule à Marco Materazzi, alors qu'entre la France et l'Italie, le score est toujours de 1 partout et que tout paraît encore possible. Pourquoi improprement? Parce que le coup de tête de Zidane ne ressemble pas à un vulgaire coup de boule qui vise en général le visage, le nez, les dents de la victime, dont le but de l'éclater et de faire jaillir son sang. Non, Zidane a frappé son adversaire au thorax, la poitrine, le plexus solaire, le cœur, et l'a mis à terre, là, humilié au sens propre, sans porter atteinte à son intégrité physique. Il l'a frappé comme on frappe un ballon de haut en bas, avec force, précision, contrôle. Et c'est peut-être le plus étonnant, la perfection de ce geste, admirable à tout point de vue. La mise en place décontractée, où l'intention est imprévisible, à petite foulée pour se mettre à bonne distance et bien en face de la cible. Le positionnement et la prise d'appui, ferme, genou fléchi, dynamique, qui permet d'utiliser toute la puissance des jambes pour la communiquer robuste, puis à la tête. Zidane fait un pas vers Materazzi, qui ne voit rien venir, et frappe avec une efficacité qui a l'air de le surprendre lui-même. Il recule aussitôt pour se dégager et ne pas s'empêtrer dans la chute de sa victime. Une chute, également parfaite, à la renverse, une chute de dessin animé à la fois soudaine et sans conséquence, comme un gag, une chute de judoka accueillie par un hippon qui le met hors jeu sans le blesser. On pourrait presque dire un coup symbolique. Un match offre des occasions de but. Zidane vient d'en avoir une, magnifique, une tête puissante, bien placée, cadrée, que Buffon a détournée. C'est raté, mais Materazzi offre lui aussi une occasion parfaite, ses insultes. Ces insultes qui brillent comme l'or d'une fontaine pour un homme assoiffé de grandeur. De quoi est-il question dans ces insultes? La mère? La sœur? Et la mère et la sœur des insultes n'existent pas. Ce sont la mère et la sœur de tout le monde et de n'importe qui. L'insulte est une proposition qu'on est libre de compléter à sa guise. À un autre moment, un autre jour, un autre match, où dans la rue, Zidane n'aurait pas répondu. Mais, à 10 minutes d'une sorte de mort,
Comment ne pas saisir l'occasion d'en s'enfuir? Vas-y, insulte-moi, abruti. Tu crois me piéger quand tu me sauves la vie? Et Zidane prend la fuite. Il la prend de front, violemment, résolu à en finir. Le silence qui a suivi le geste de Zidane était encore du Zidane, une continuation du geste. L'affirmation de sa valeur hors du champ réducteur et équivoque de l'urgence sportive, excuse habituelle au déchaînement et passion. Zidane a frappé et frappe encore par son silence. Son geste en devient éternellement éloquent, tout en faisant naître une logorée de commentaires pseudo-sportifs, bien pensants, pauvrement moralisateurs. Il s'appuie sur le silence essentiel de celui qui l'a commis, avec une décision et une perfection formelle qui ne peuvent que laisser supposer qu'une pensée y a présidé. Coup de boule de physicien, de spécialiste des trajectoires et des impacts, la beauté du mauvais geste. Zidane frappe et se retire. Nulle trace de colère sur son visage, toujours aussi énigmatique, maîtrisé, toujours aussi beau. Les commentateurs s'exclament, regrettent, crient leur tristesse, leur déception, moralisent, cherchent des qualificatifs, répètent « Non, Zinedine, pas comme ça, pas aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Non, 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 pas ça, Zinedine. » À se demander au nom de quoi ils se permettent pareille familiarité. Et pendant ce temps, Zidane s'éloigne, tourne le dos au terrain, abandonne le jeu au gamin incapable de comprendre son geste d'adulte. Même pas un regard pour la coupe si convoitée. Il rentre au vestiaire sans un mot, s'éloigne de toutes ces voix qui crient « Non, Zinedine », fort de ce oui qu'il vient de dire de tout son corps. Le monde entier bavarde, juge, s'exclame. Zidane se tait. Vous connaissez la blague? Un entraîneur annonce la constitution de l'équipe à ses joueurs et dit « Toi, Riri, tu vas jouer avant. » Riri proteste « Ah non, c'est pas juste, moi je veux jouer en même temps que les autres. » Anelka a beau être plus malin, c'est à peu près la même situation. Domenech veut qu'il joue devant les autres, dans l'axe, en position d'avant-centre, pour attendre les ballons et marquer. Mais Anelka préfère décrocher et revenir au milieu, pour aller chercher le ballon. En quittant sa zone, il condamne l'équipe à tourner en rond, puisqu'il n'y a plus personne à qui faire de passes en profondeur. Logique. Mais Anelka a prévenu. Il a prévenu, il ne veut pas jouer avant, il veut jouer au milieu avec les autres, il veut jouer libre. Il le reconnaît lui-même, ce qui est arrivé, devait arriver, l'insulte dans le vestiaire, et ce ne sont pas les mots mentionnés à la lutte de l'équipe, et la conséquence de notre dialogue quand il m'a rendu visite à Londres. Pourtant, tout avait bien commencé entre ces deux-là. Raymond, dans son genre, est lui aussi le roi de la provocation. Ironie, petite phrase, laconisme, second, voire troisième degré. Avec Domenech, les journalistes ne savent jamais sur quel pied danser. Avec Anelka, c'est Domenech qui ne sait plus. Mais le dialogue existe, même Anelka le reconnaît. Avec Domenech, au moins, on peut parler, pas comme avec les précédents, c'est déjà ça. Un mois plus tard, rien n'a changé. France-Mexique, deuxième match du premier tour, un match de Coupe du Monde, et Anelka reste en retrait, à tous les sens du terme, puisqu'il est transparent sur le terrain, passif, absent, et ne remplit à aucun moment la fonction que lui a assignée l'entraîneur. Vicente Lizarazu, champion du monde 1998, devenu consultant pour TF1, souligne scandalisé l'attitude d'Anelka. J'ai vu un joueur marcher en Coupe du Monde, visiblement pas intéressé par le jeu. À la mi-temps, Domenech essaie de secouer son attaquant boudeur. Il rapporte la scène 2 ans plus tard dans son autobiographie, tout seul. J'avais demandé de la profondeur, et toi, Nico,
Sur le premier ballon, tu restes là sans bouger. Vas-y en profondeur, vas-y. C'est ça, toujours moi. Oui, toujours toi, parce que c'est toi qui décroches et qui ne vas pas en profondeur. Il se tenait baissé sur sa chaise. Mais si, j'y vais. Non, si, j'ai essayé. Mais non, dis pas ça, on est 10 sur le banc, à voir que tu vas pas. Et Anelka s'est remis à parler, mais à Ribéry sans me regarder, comme si j'étais pas là. Il m'emmerde. C'est quoi ça? Toujours moi. Patrice Evra a alors essayé d'éteindre le feu qui coulait. Ça va, les gars, on se calme, il reste une mi-temps à jouer, on est bien. Mais Anelka ne s'est pas calmé et a lancé « Enculé. T'as qu'à la faire tout seul, ton équipe de merde. J'arrête, moi. » J'ai pas entendu. La fin de la phrase m'a échappé dans le brouhaha. Bizarrement, j'ai été moins choqué par l'insulte que par le tutoiement, qui cassait une barrière, celle des fonctions, des âges, de la hiérarchie. Bizarrement, on imagine mal comment quelqu'un qui est prêt à vous traiter d'enculé pourrait continuer à vous voyer. Mais c'est aussi que Domenech connaît bien ses joueurs et leur manière habituelle de parler. Domenech fait sortir Anelka, de toute façon inutile sur le terrain, et fait rentrer Gignac. La seconde mi-temps fut un enfer. Anelka avait tué le groupe. Nous avons fait n'importe quoi. La France perd 2-0. Avant d'aller plus loin, un peu de linguistique. Pourquoi Domenech est-il moins choqué par l'insulte que par le tutoiement? C'est que l'insulte est relative. Prenons putain, par exemple. Putain. Putain, si on l'adresse à quelqu'un, c'est une insulte. C'est un putain. Mais si on s'adresse à soi-même, quand on se cogne dans quelque chose, par exemple, ça devient oh putain, une interjection. Insulte ou interjection. Une interjection est donc, selon les cas, un exutoire vocal ou une simple habitude. On peut encore faire mieux, avec merde. Merde, on peut le dire à quelqu'un, une sale merde, ou encore on peut se le dire à soi-même. Mais une interjection est soit exutoire vocal, soit interjection ou habitude. En effet, il faut avoir entendu parler des joueurs de foot professionnels pour savoir que le mot, on va prendre enculé, non, même encore mieux, va te faire enculer. Et pour certains, l'équivalent de putain à Marseille. Il a exactement la même valeur qu'une virgule ou qu'un mot à valeur phatique, c'est-à-dire... Non, comment? Oui, ou plus précisément, la pure mise en contact. Comme allô. Allô. Putain, merde, enculé, ou va te faire son à valeur. Mais surtout, et je terminerai peut-être là-dessus, la plupart du temps, il n'a aucune valeur. C'est un mot de liaison, presque une conjonction de coordination ou un tic de langage, comme les gens qui parsèment leurs phrases de globalement, au fond, du coup, et autres forcément. Enculé est donc au choix une insulte ou une... Voilà. Et dans le cas qui nous occupe ce soir,
probablement un subtil mélange des deux. Raymond Domenech. Ça passe pas. Raymond Domenech est seul, tout seul, dans sa chambre du Pezzula Resort de Naïsna, l'hôtel somptueux où loge l'équipe de France. Raymond Domenech repense aux insultes de Nico hier à la mi-temps de France-Mexique, et plus généralement à l'insulte qu'est devenu Nico, à la gratitude de ce sale gosse qui lui doit tout et ne lui donne rien. Sa gorge se noue. Nico, c'est Nicolas Anelka, enfin c'était, après ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, parce que sur le terrain, un fantôme nada du vent. Disons plutôt après ce qu'il a dit, muet sur la pelouse, plus disert dans le vestiaire. C'est fini pour lui. Bon sang, quel intérêt d'avoir choisi un sport collectif pour se retrouver aussi seul. Est-ce qu'à la fin, ce n'est pas Titi qui a raison? Le football est un sport individuel, joué en groupe. Bravo, bien dit le soliste. Titi, c'est Thierry Henry. Enfin, là aussi, c'était, parce que dans le genre Capitaine Fracasse, il s'est posé un peu là, pour sa 4e Coupe du Monde, un poids mort qui a pourri l'ambiance, au lieu de fédérer tout le monde en tant qu'ancien capitaine. Je sais, j'aurais dû le faire rentrer, Titi, en seconde mi-temps, à la place de Nico, plutôt que de mettre Dédé. Avec son ego, il aurait pu avoir envie de devenir le héros du match et qui sait de sauver l'équipe. Mais vexé de ne pas être titulaire, il a séché l'échauffement, est parti se changer dans le vestiaire. Ça m'a braqué. Même pas un remplaçant, un figurant. Pour lui aussi, c'est fini. Et Ribéry, on s'en parle? Quel abruti. Quel abruti. Je suis d'avoir cru en lui. Abruti au carré, de m'être pensé capable de le sauver de sa bêtise. Riri, Titi, Nico, les castors juniors de la loose. Et moi, un Lucky Luke, le couillon qui se tire dans le pied plus vite que son ombre. C'est fini pour moi. Décidément, je suis très fort pour les suicides. Quand on demande à Raymond Domenech pourquoi, depuis ses débuts comme entraîneur de l'équipe de France Espoir, il oblige ses joueurs à pratiquer le théâtre, à chanter dans une chorale ou à suivre des leçons d'histoire, il explique. J'ai envie de lutter contre l'inculture, contre l'ignorance. Les plus curieux apprécient, mais les autres, Anelka, les anti-fouteux pensent que lire des kilomètres de bouquins et posséder une culture générale est synonyme d'intelligence. Moi, je parle français, anglais et espagnol, et j'attaque le chinois. Je peux comprendre et me faire comprendre dans le monde entier. Les fourberies de Scapin, le théorème de Pythagore ou 50 nuances de Gray, ça ne me sert à rien dans ma vie. Justement, Arc Domenech, le but n'était pas faire d'eux des singes savants, mais une équipe. Une équipe qui ne soit pas une simple juxtaposition de talent ou d'égoïsme, mais un tout qui ne soit pas réductible à la somme de ses parties. Une équipe avec un esprit d'équipe, quoi, merde. Leur donner le sens de l'autre, du collectif, de l'histoire, sans leur demander de renoncer pour autant à leur individualité. Dans culture générale, il y a général, et une culture commune, c'est important pour souder une troupe. Domenech repense à la fois où il les a emmenés voir en attendant Godot. Cette pièce de Beckett où les personnages attendent, en vain, un mystérieux visiteur. Aujourd'hui, il broie du noir dans sa chambre en jouant pour lui-même une pièce à un seul personnage, pour un seul spectateur, en attendant les excuses de Nico. Avec à peu près les mêmes chances de les voir arriver, 8 ans plus tard, il les attend toujours, la leçon a porté ses fruits d'une certaine manière. La conférence de presse qui suit est unique en son genre. Le président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette, raconte sa version de l'incident du vestiaire en soulignant que Nico n'a pas pris Raymond de face, mais a râlé dans son coin, certes de manière audible, si bien que Raymond a entendu. Ce qui est d'ailleurs souvent ce qui arrive quand on parle de manière audible. Il insiste ensuite sur l'attitude digne et noble de Nico Anelka face à la sanction, qu'il a acceptée de façon, je le répète encore une fois, extrêmement digne, ça je tiens à le dire. Puis vient le tour de Patrice Evra,
le capitaine de l'équipe de France, qui se lance tête baissée dans le mur. Le problème qu'il y a en équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire, comment cette chose a pu sortir dans la presse? La question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. L'atmosphère est devenue irrespirable. Au moment de faire ses adieux au groupe, Anelka met le feu aux poudres en demandant à ses coéquipiers de faire un geste pour lui. Et tandis qu'il rentre tranquillement chez lui et profite de son vol pour Londres, soulagé de quitter cette équipe qui vole, elle, vers une élimination certaine, ses copains se tordent les méninges à la recherche d'une manière de lui exprimer leur soutien. Et le lendemain, ils ont trouvé. Ce dimanche n'est pas comme les autres. Domenech sent que quelque chose se trame. Evra le lui a laissé entendre. Par respect pour l'équipe, je ne peux rien vous dire, coach, mais il faut que vous sachiez qu'on va faire quelque chose pour Nico. Hugo Lloris, aussi un garçon intelligent et équilibré. Quand Domenech lui demande « Vous me préparez quoi au juste ?», il se contente de soupirer « On va passer pour les cons ». Là où Domenech a raison de s'en vouloir et n'a aucune excuse, c'est d'avoir lu ce texte ridicule, alors qu'avec son sens de la formule et sa culture théâtrale, il aurait pu faire tellement mieux. Il tenait là une occasion unique de finir en beauté sur scène, comme Molière, Cyrano, en disant ses propres mots plutôt que les platitudes d'un commis au cliché. Ok ? Vraiment ? On la refait ? On frappe les 3 coups ? Silence. Tu sors de ce putain de bus, on va lever le rideau, tu t'approches du bord de la Seine, tu prends ta plus belle voix, ton petit sourire en coin, et tu te lances. On entend, ici et là, que les footballeurs seraient devenus des millionnaires sans cœur, égoïstes, sans cerveau. Les garçons réunis dans ce bus nous prouvent de manière indiscutable qu'ils sont parfaitement incapables de penser à leur intérêt individuel puisqu'ils ont sacrifié dignité, honneur, carrière, sans aucun calcul, par pure solidarité avec le meilleur, le plus humble et surtout le plus altruiste d'entre eux au moment où il est victime de lui-même. C'est une leçon de générosité et de modestie, puisque, comme vous pouvez le constater, aucun d'entre eux n'est à mes côtés pour venir récolter les lauriers. J'aimerais remercier tous les joueurs de l'équipe sans exception, sans qui ce spectacle n'aurait jamais été possible, et en particulier ces hommes de l'ombre, les remplaçants, si importants pour la cohésion du groupe. S'il est vrai que sur le terrain, on gagne à 11, pour perdre hors du terrain, il fallait bien s'y mettre à 23. Aujourd'hui, tout le monde a joué et s'est montré au sommet de son art. Pour être honnête avec vous, jamais avec un groupe pareil, je n'aurais espéré, il y a quelques semaines, pouvoir créer la surprise, comme on dit. C'est la magie de ce métier, et le vrai sens du mot équipe. L'addition d'individus prévisibles peut produire un résultat prévisible. On reproche souvent aux joueurs de l'équipe de France de ne pas prendre suffisamment au sérieux leur rôle de représentants de la nation. Or, la grève est un droit durement acquis par des siècles de lutte sociale, un des fleurons de notre syndicalisme et la spécificité de notre industrie. En France, nous sommes les champions du monde incontestés de la grève.
Et nous sommes prêts à tout pour défendre notre titre. Ce bus, symbole, s'il en est de l'idée même de service public, a les rideaux tirés. Le courage n'a pas de visage. La solidarité est toujours anonyme. Il n'y a que tous ensemble que nous puissions aller vers un nouveau rêve bleu. Moi-même, j'ai l'impression de n'être plus personne. Je me croyais renard et me suis découvert sur le tard plus corbeau que prévu. Si j'ouvre mon grand bec, c'est pour lâcher ma proie et vous dire à tous à quel point je suis fier aujourd'hui de mes joueurs et d'être français. Ces derniers jours m'ont enfin révélé la vérité de mon métier d'entraîneur. Tout joueur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien une Coupe du Monde, sans doute. Je vous remercie.